Au cours du XXe siècle, la biologie cellulaire s'est beaucoup développée en étudiant les molécules et les relations entre ces molécules pour expliquer les phénomènes biologiques. Ainsi, on a mis en évidence à la surface des cellules des protéines appelées récepteurs. Ces récepteurs sont capables de capter des molécules à l'extérieur de la cellule, appelées ligands. Ils peuvent ensuite transmettre l'information de la fixation du ligand sur le récepteur à l'intérieur de la cellule par l'intermédiaire de partenaires protéiques intracellulaires. Au début, les interactions entre molécules dans la cellule étaient essentiellement vues et étudiées comme étant bipartites, avec toujours une relation ou interaction entre deux acteurs. Par exemple, une relation entre un récepteur et son ligand, ou une relation entre un enzyme et son substrat. Au fur et à mesure des années et des découvertes, ce schéma s'est complexifié, montrant que chaque molécule est en relation avec un nombre de plus en plus grand d'autres molécules. Pour la biologie cellulaire, notre vision des fonctions biologiques montre désormais un niveau élevé de complexité, comme dans ce schéma. Dans cette vidéo, nous vous proposons 5 grands principes qui nous aident à comprendre le fonctionnement cellulaire vu dans sa globalité et sa complexité. Ces 5 grands principes vont être illustrés chacun par des exemples concrets. Premier principe, une fonction biologique doit être envisagée de manière dynamique. Rappelons d'abord la définition d'une fonction biologique. C'est une activité, une action qui modifie la cellule ou certains de ses composants. Ainsi, dans la cellule, une enzyme a pour fonction de modifier une protéine appelée substrat. Cette fonction dépend non seulement de la quantité d'enzymes disponibles dans la cellule, mais aussi de toute une série d'autres mécanismes et fonctions cellulaires, comme l'activation préalable de l'enzyme par une autre enzyme, la présence d'un inhibiteur ou au contraire d'un cofacteur favorisant la réaction enzymatique, etc. Beaucoup de méthodes d'exploration de la cellule nécessitent encore de figer la cellule au temps t de l'exploration, sans qu'on ait les moyens de savoir ce qui s'est passé immédiatement avant ou ce qui se passerait immédiatement après. L'interprétation des résultats au temps t doit tenir compte du fait qu'immédiatement avant ou immédiatement après, la situation ou la fonction était certainement un peu différente. En résumé, tous les éléments varient dans le temps et l'activité enzymatique résultante varie donc elle aussi continuellement. Elle est sujette à une dynamique de temps qu'il faut prendre en compte. Deuxième principe, une fonction cellulaire fait intervenir de multiples niveaux dans la cellule. Les fonctions ne peuvent être définies indépendamment du contexte dans lequel elles agissent. Prenons l'exemple d'un raccourci que nous faisons souvent, le raccourci génétique. Un gène code pour une protéine qui a une fonction. En quoi est-ce un raccourci? Pour le savoir, observons de plus près le cycle de production de l'insuline. L'insuline est une hormone protéique présente dans le sang qui fait rentrer le glucose dans les cellules. Elle est produite uniquement dans un sous-groupe de cellules du pancréas, les cellules bêta des îlots de Langerhans. Voici le gène de l'insuline. À partir de la transcription du gène, une pré-proinsuline est d'abord formée, qui va ensuite subir plusieurs modifications pour devenir une proinsuline, puis l'insuline. Seule l'insuline a une activité fonctionnelle. La pré-proinsuline et la proinsuline ne sont pas actives. Au cours du diabète insulinodépendant, il n'y a plus de sécrétion d'insuline par destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans. Quand le gène de l'insuline a été découvert, on a tenté de faire exprimer ce gène dans d'autres cellules, par exemple les cellules du foie, pour produire de l'insuline. Malheureusement, cette stratégie ne fonctionne pas, car elle néglige 2 éléments de contexte du cycle de production de l'insuline. Dans les cellules du foie, seule la proinsuline est fabriquée. On n'obtient pas d'insuline car la cellule hépatique ne contient pas les enzymes nécessaires à la maturation de la protéine.
D'autre part, la proinsuline n'est pas stockée dans les cellules hépatiques. Elle est sécrétée immédiatement après sa fabrication, car la cellule hépatique n'a pas les granules nécessaires à ce stockage. Or, l'insuline doit absolument être stockée dans des granules et sécrétée uniquement quand le taux de glucose augmente dans le sang. Ainsi, le gène n'est pas la seule condition d'émergence de la fonction et le raccourci génétique un gène, une protéine, une fonction s'avère incomplet, car le contexte cellulaire dans lequel ce gène est exprimé est très important et ce contexte fait intervenir de multiples niveaux et compartiments à l'intérieur de la cellule. Troisième principe, causes et conséquences sont multiples. Plusieurs causes et plusieurs conséquences, parfois contradictoires, coexistent en même temps au sein de la cellule. Par exemple, la survie de la cellule en situation de stress fait intervenir tout un ensemble de protéines. Et finalement, ce qui compte, ce sont les conséquences. La cellule survit ou la cellule meurt. Observons la protéine P53 qui régule certaines fonctions cellulaires importantes comme la division cellulaire et la mort programmée. Voici deux situations. En vert, une situation de stress faible ou constitutif, et en rose, une situation de stress aigu élevé. Le triangle jaune, ce sont les quantités de P53 dans la cellule. En situation de stress faible, les quantités de P53 sont faibles. En situation de stress élevé, elles sont importantes. Cette même protéine P53 a des actions très différentes. Dans les situations de stress faible, elle favorise la survie cellulaire, et dans les situations de stress fort, elle va plutôt entraîner la mort de la cellule. Pourtant, c'est le même gène et la même protéine. En fait, ce ne sont pas les mêmes quantités de protéines dans les deux situations, et ce n'est pas tout à fait la même protéine. P53 peut porter jusqu'à 17 groupes phosphates qui modifient son activité. Elle n'interagit pas avec les mêmes acteurs en fonction de son degré de phosphorylation et ce ne sont pas les mêmes régulateurs qui sont activés. En résumé, on voit plusieurs causes, le stress, les acteurs déjà présents, le degré de phosphorylation de P53 en même temps. L'ensemble a pour résultat de déclencher plusieurs fonctions différentes. Arrêt du cycle cellulaire, réparation de l'ADN et des fonctions contradictoires comme la vie et la mort de la cellule. Voilà pourquoi il devient impossible, dans le cadre des interactions cellulaires, d'associer à chaque conséquence une seule cause et à chaque cause une seule conséquence. Quatrième principe, l'information circule de manière multidirectionnelle. On apprend habituellement le dogme de la biologie moléculaire. L'information est stockée sous forme d'ADN, elle est recopiée en ARN et l'ARN est traduit en protéines. L'ADN serait la source exclusive d'information et la protéine sa destination. En réalité, l'information circule aussi dans d'autres sens. Par exemple, il existe des rétrocontrôles négatifs. Ainsi, l'activité de P53 est neutralisée par l'enzyme MDM2. Dans les circonstances normales, MDM2 maintient de faibles niveaux de P53, notamment en bloquant directement la transcription du gène P53. MDM2 est également une cible de transcription de P53 qui fonctionne comme un mécanisme de rétroaction négative autorégulatrice. Nous voyons donc que l'ADN n'est pas la seule source d'information à l'œuvre dans le mécanisme de régulation de P53. Cinquième principe, les acteurs cellulaires n'existent qu'en interaction. Prenons l'exemple de la transduction du signal de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Dans de nombreux cas, cette transduction fait intervenir trois types d'éléments. Des récepteurs sur la membrane, une famille de protéines de transduction du signal qu'on appelle les protéines G, et des protéines effectrices intracellulaires. Ces dernières vont être activées par les protéines G, elles-mêmes activées par la liaison du ligand sur son récepteur. Ce sont les interactions entre récepteurs protéines G et protéines effectrices qui assurent la transduction du signal plus que chaque acteur et son partenaire. La transduction est opérée par un cycle d'interaction plutôt que par les protéines elles-mêmes.
À l'échelle d'une cellule, les interactions entre partenaires sont extrêmement nombreuses. En voici une représentation en réseau, comme nous l'avons vu en introduction de cette vidéo. Ce réseau est dynamique, les acteurs et les interactions se modifient au cours du temps en permanence. En résumé, les interactions bipartites entre deux molécules sont importantes et il faut continuer à les étudier car pour comprendre le complexe, il faut le réduire en relations plus simples. Cependant, gardons toujours en mémoire la complexité du contexte cellulaire en prenant en compte l'ensemble des éléments et en adoptant, à la lumière des 5 principes que nous venons de détailler, une vision globale dite systémique.